Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc une présentation qui est un petit peu au sens inverse de ce qu'a fait José-Marie, puisque je ne vais pas vous parler du fin de vie, mais de début, de la naissance des nanoparticules, et comment on peut les commercialiser. En quoi cette naissance peut être commercialisable, en quoi on peut commercialiser ces nanoparticules, mais essentiellement sous forme de suspension. Oui, donc je vais vous faire juste une petite présentation de Lotus Synthesis, qui est une toute jeune start-up qui a été créée en 2011, donc à l'Université Lyon 1. Donc je l'ai cofondée avec donc le gérant actuel de cette société, qui est Arnaud Franck, qui est ingénieur de l'EPFL. Donc elle est basée à IRSE-Lyon, Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, où je suis hébergé, où je fais ma recherche, et donc à l'Université Lyon 1, où je fais mon enseignement. Donc elle est partie en fait de 2 brevets que j'avais déposés lors de différentes FUI et ANR. Et puis maintenant elle comporte 4 personnes. Et notre but, c'est de produire donc des nanoparticules fonctionnalisées pour tout ce qui est application top-coat. Alors top-coat, c'est vernis, peinture. Et puis également aussi pour tout ce qui est nanocomposite. Ça, c'est une branche un petit peu nouvelle, mais sur laquelle on va. Alors, pourquoi on en est venu? Enfin, moi, je suis un chimiste de la chimie moléculaire, donc j'enseigne la chimie de coordination, chimie organométallique. Comment on est revenu aux nanoparticules? Par le constat que finalement, la problématique, il y a 2 problématiques pour que les nanoparticules soient utilisables. C'est d'une part la dispersion, parce que ça c'est essentiel, la compatibilité et la reproductibilité de la synthèse de ces nanoparticules. Et c'est sur ces 2 points que s'est basée effectivement la création de cette société. Et j'en suis venu, moi, à la conclusion que cette approche, pour arriver à cette reproductibilité, etc., eh bien, ça pouvait se faire par chimie de coordination, via une connaissance des précurseurs pour faire synthétiser ces nanoparticules. Donc, moi, j'y suis issu d'un laboratoire où on faisait beaucoup d'alkoxyde. Alors, ça peut-être pas parler tout le monde, mais c'est des précurseurs pour le sol-gel. Donc, on est un des rares laboratoires en France où on fait des précurseurs pour le sol-gel. On ne fait pas que du sol-gel, mais le précurseur, c'est-à-dire on travaille sur le design moléculaire. Et ce design moléculaire, finalement, a un impact sur la nanoparticule. Alors, bien sûr, quand on travaille sur la silice, on a des catalogues entiers de précurseurs, et très épais, mais dès qu'on travaille sur le titane, un peu moins, et dès qu'on travaille sur l'hafnium, le vanadium, le tantal, etc., là, il n'y a plus que quelques produits commerciaux, et donc là, c'est notre savoir-faire qui a été mis à l'épreuve. Donc, en fait, je me suis aperçu que finalement, ces précurseurs, s'ils étaient bien designés, eh bien, on pouvait faire in situ, en une seule étape, les nanoparticules désirées. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, l'histoire, ce serait plutôt sur le TiO2, parce que c'est surtout ça qui nous a lancé, mais maintenant, on travaille sur d'autres nanoparticules. Donc finalement, la problématique, c'est comment faire des nanoparticules qui soient cristallisées, bien définies, et surtout, la problématique, c'est bien fonctionnalisées en surface. Et que toutes les nanoparticules soient identiques dans un lot, pour que chaque lot soit identique et donc commercialisable. C'est là l'enjeu majeur de la commercialisation des nanoparticules. Et c'est aussi le thème des directives européennes et du prochain programme européen H2020, puisque c'est passé du laboratoire au marché. Parce que finalement, on parle beaucoup des nanoparticules effectivement commerciales. Alors bien sûr, il y a des fois un peu un secret commercial, mais il y a très très peu qui ont pu passer d'un point de vue au commercial parce qu'on n'arrive pas à les disperser et à les compatibiliser. Donc nous, on est parti donc du point de vue sanitaire. Ça effectivement, on en parle souvent. Nano, c'est souvent d'un point de vue médiatique contrebalancé par le côté sanitaire, puisque on ne connaît pas tout à fait effectivement l'action de ces nanoparticules. Donc déjà, le but d'une société qui crée des nanoparticules, qui les commercialise, c'est de ne pas manipuler des nanopoudres. Donc nous, dans notre shell de production, nous ne manipulons pas de nanopoudre. Essentiellement, toute notre synthèse se fait en solution via toujours le design du précurseur. Donc ça, c'est une approche moléculaire. On ne manipule pas de nanopoudre, donc on évite le risque majeur d'inhalation de ces nanopoudres. Donc pour nos clients, c'est une approche, en tout cas clean tech, c'est-à-dire qu'on peut dire que chez nous, personne n'a manipulé de nanopoudre.
Et puis le deuxième point dont je vous disais, c'est la reproductibilité pour passer à l'étape commercialisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vendre qu'un seul lot, il faut vendre plusieurs lots et il faut que les lots soient identiques pour que le client revienne vers nous. Donc ça, c'était la problématique majeure, je pense, pour les nanos, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que faire de la post-fonctionnalisation de nanoparticules, ce qui est souvent fait, entraîne finalement une non-reproductibilité des lots. Pourquoi? Parce qu'on revient toujours à cette difficulté qui est de redisperser correctement les lots de nanoparticules. Et ça, entre deux dispersions, on ne fait pas toujours la même chose. En général, on désagrège, mais on garde toujours des agrégats. Et entre deux lots, la taille des agrégats n'est pas le même, le nombre d'agrégats n'est pas le même, donc on ne fait pas des lots reproductibles. Donc ça, c'est la difficulté d'avoir des fonctionnalisations post-synthèse, donc d'où l'idée de faire tout en une seule fois, la synthèse et la fonctionnalisation. Et puis après, bien sûr, on ne connaît pas déjà la vie de ces nanos qu'on a récupérés. Est-ce qu'elles ont été traitées thermiquement, traitées à certains pH, etc. Donc qui peuvent finalement endommager ou affecter l'absorption de ce que l'on met en surface. On est obligé d'avoir cette interface pour avoir une compatibilité. Finalement, on va dire la synthèse de ces nanos, c'est surtout une science des interfaces, puisque c'est là que tout se joue, pour nous en tout cas, si on veut commercialiser ces nanopoudres, sous forme de suspension. Donc, en fait, tout ça est parti d'un article, d'une étude qu'on avait faite avec un master. On s'est aperçu que pour le TiO2, et donc c'est pour ça que je vous parlerai surtout du TiO2 aujourd'hui, on s'est aperçu que finalement le TiO2, souvent, par le sol-gel, il est amorphe. Donc, pour le rendre cristallisé, on ajoutait des acides. Les acides, le problème, c'est que si on veut mettre quelque chose en surface, on va le décorer, on va décorer le TiO2 parce que si on met un acide fort, bien sûr, réaction de Bronsted, on élimine l'acide faible et on récupère l'acide fort. Donc nous, on s'est aperçu que finalement, on pouvait faire du TiO2 à très basse température, à température, on va dire, dans l'eau, à ébullition, simplement en augmentant la force ionique du milieu. Donc la force ionique du milieu a un impact puisqu'elle va ralentir un peu l'organisation des octaèdres dans le TiO2 et donc organiser le TiO2 et le cristalliser. Donc finalement, si on prend un alkoxyde classique, commercial de titane et qu'on le met dans l'eau, donc avec un petit savoir-faire, on s'aperçoit qu'on a du TiO2 cristallisé sans besoin de recalcination à 400, 300, 400 degrés pour passer de amorphe à natase, puis après rutile un peu plus haut. Donc finalement, on a des nanoobjets bien cristallisés, même si on les chauffe à 400, même si on les calcine à 400, ils ne sont pas mieux cristallisés. Et donc on n'a pas d'étape de calcination. Et puis surtout, on était dans des conditions de pH neutre, ce qui nous permettait d'envisager, donc une étape suivante, c'est de se dire si dans le précurseur, et c'est là où la chimie de coordination s'intéresse, si on connaît un petit peu cette chimie, si on peut modifier la sphère de coordination du précurseur et que cette fonctionnalisation de surface peut être stable dans les conditions de synthèse, on peut garder des nanoparticules totalement fonctionnalisées sans avoir à les sécher et puis les redisperser pour mettre la fonction de surface. Et donc c'est là-dessus qu'est partie l'idée, sur un brevet aussi, sur des études. Et donc pas que ça n'a pas que permis de créer la société, mais ça a en tout cas donné un point de départ à la création d'une société. Donc finalement, quelques exemples sur lesquels on a travaillé, très rapides, je ne rentrerai pas dans les détails de la chimie, je parlerai plutôt de protection UV. Alors pour le cosmétique, ce sur lequel on a travaillé en premier, sur tout ce qui est vernis, donc top coat, là, ce qui vraiment intéresse la société, et puis un petit peu d'imagerie médicale, mais juste, la société ne travaille absolument pas dans tout ce qui est nano pour le médical, mais c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec ce type d'approche. Donc le concept, c'était, je répète, faire des nanoparticules in situ, fonctionnalisées en surface, où vous allez voir dopées en une seule étape. Plus simplement possible et le plus reproductiblement, que ce soit le plus reproductible possible. Donc là, dans le cas, par exemple, pour protection UV, crème solaire, typiquement, on a greffé, on voulait greffer un filtre solaire organique sur un filtre solaire inorganique, typiquement le TiO2. Donc pour ça, on utilisait un acide aminé, le PABA, je vais le nommer PABA. Donc on l'a en fait intégré dans la sphère de coordination via une réaction acide-base de Bronsted classique dans cette chimie pour avoir un précurseur modifié. Et après, on a réutilisé notre procédé pour faire cette fois-ci des nanoparticules qui sont directement cristallisées, la partie inorganique, et fonctionnalisées en surface. Alors là, on peut faire une gamme assez étalée de fonctionnalités de surface, on peut en mettre plus ou moins. Ce qui est important, le cœur n'est pas modifié, c'est toujours de la natase, lors de 6-7 nanomètres. Donc ici, c'est bien cristallisé, ça ne change rien sur la partie inorganique. Le plus délicat, finalement, c'est la partie organique de surface.
C'est-à-dire que pour que tous les TO2 soient bien fonctionnalisés. On s'aperçoit qu'en faisant ce procédé, on a un contrôle parfait de la fonctionnalisation de surface, du taux de fonctionnalisation de surface. Ça, c'est important. On peut aller à des taux très élevés, sans aucun problème. Et puis, on a surtout quelque chose qui est reproductible. Chaque point, ici, en fait, ça a été fait plusieurs fois. Hein, donc, il n'y a pas la barre d'espace, je m'excuse. Mais ça a été fait plusieurs fois et on tombe à peu près sur les mêmes gammes. Ici, c'est une moyenne. Donc, un intérêt par rapport à la post-fonctionnalisation, par exemple, c'est que si on prend donc un matériau où on vise 10% de fonctionnalité de surface ou 20%, lorsque nous, on le fait, on obtient chaque fois 10 ou 20% de quantité d'organique en surface. Aucun problème, c'est assez reproductible. Si par contre, on prend notre TO2 et qu'après, on rajoute le PABA, eh bien, on n'obtient jamais 10%. C'est déjà plus difficile à en mettre beaucoup. Et en plus, on a quelque chose qui est très dispersé. Et puis après, si on prend des TO2 commerciaux, Ambicat ou DQSA, là c'est encore plus aléatoire, puisqu'on a des fois une non-absorption, ou des fois eh bien, on a des choses qui sont assez aléatoires. Donc nous, cette approche était totalement indépendante de la source de TO2, aucun problème. Et puis en plus, vous comprenez là aussi, on ne manipulait pas de nanopoudre, puisque les trois autres voies ici ont bien sûr été d'abord récupération de la nanopoudre et fonctionnalisation de la surface de cette nanopoudre. Donc là, aucun problème, on était reproductible sans manipulation de nanopoudre. Alors, ça a un impact aussi très fort sur tout ce qui est en fait rhéologie et puis aussi ici microstructure, puisque en noir, c'est là où il y en avait très très peu, et puis en bleu où il y en a de plus en plus. C'est ce que j'ai schématisé ici. On voit de moins en moins avec le curseur. Mais on a un impact sur la microstructure, c'est-à-dire que plus on met d'organique en surface, et finalement, plus l'interaction entre les nanoparticules va changer, et on va dire d'un empilement compact de sphères, on va à quelque chose qui est de plus en plus aéré, avec on va dire une microstructure supplémentaire, ou une surface spécifique supplémentaire due à l'organique. Donc ça, eh bien, il y a un procédé, on va dire, peut-être pas d'auto-assemblage, hein, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas d'auto-agrégation. Donc c'était important. Ce qui était important aussi pour la cosmétique, ici, dans le cas des crèmes solaires, c'est que le bleu, c'est le PABA, le noir, c'est le TO2. Lorsqu'on met les deux ensemble, eh bien, on a un décalage d'absorption dans les UVA-UVB. Donc, on a ce qu'on peut appeler un écran total UVA-UVB. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'on fait un mélange TO2 et puis des crèmes solaires, et puis des filtres solaires organiques. Donc, ce décalage était intéressant. Et puis, le fait qu'on ait une liaison iono-covalente au départ et qu'on la garde jusqu'à la fin, eh bien, on a aussi un TO2 modifié en surface qui est très stable en pH. De 2 à 10, on n'a pas de relargage de la fonctionnalité de surface. Après, ça, c'est les études qui ont été faites avec notre industriel, donc, qui était partant pour cette aventure, et qui était donc de regarder un petit peu l'impact de la quantité d'organique en surface sur les propriétés de filtres solaires. Et on s'est aperçu que finalement, il ne fallait pas en mettre trop. 5, c'est quand il y en a beaucoup d'organique. 1, c'est quand il y en a moins. Alors finalement, le 1, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avantage d'avoir cette gamme de matériaux disponibles nous a permis de pouvoir étudier l'impact. Et on s'est aperçu que finalement, et c'était tant mieux, il ne fallait pas mettre trop de PABA, parce que quand on met beaucoup de PABA, finalement, les interactions entre les particules est très forte, et on a une plus grande inhomogénéité du film, et donc une moins grande protection. Donc ça aussi, c'est un brevet qui a été déposé, plutôt application cosmétique. Donc ça, c'était pour vous montrer que l'approche très simpliste, finalement, de prendre un précurseur et de l'hydrolyser dans un milieu bien connu, eh bien, on peut avoir du TE2 bien cristallisé. Donc on peut aller encore plus loin. On peut ne pas mettre quelque chose en surface, mais quelque chose à l'intérieur. Alors à l'intérieur plus ou moins, hein, on va dire dans la première, en surface externe, si je peux dire comme ça. Mais par exemple, ici, un dopage inorganique. Comment doper le TE2 par du cérium? Alors ça, c'était pour, ici, de la protection de vernis, parce que le cérium, c'est un commutateur cérium 3, cérium 4, et donc ça évite la photocatalyse. Le cérium, bien sûr, ne peut pas être adapté pour la cosmétique, par contre, était adapté pour un vernis. Donc le but, c'était de faire du TO2 dopé cérium, très simplement, bien sûr, sans prendre du TO2 et puis le doper ensuite. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver un précurseur qui soit adapté. Donc cette fois-ci, on a joué sur un précurseur mixte cérium-titane, qui est celui-ci. Donc on a développé, dans cette chimie de coordination, qui sont les alkoxydes, on a la particularité de faire ce qu'on appelle des hétérométalliques par réaction acide-base de Lewis. Hein. Donc j'enseigne ça à l'université, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc on fait des réactions acide-base de Lewis, on fait des précurseurs hétérométalliques où le cérium et le titane sont dans la même molécule. C'est-à-dire que ça a un impact très fort sur le sol gel derrière, puisqu'on ne va pas hydrolyser un mélange, mais hydrolyser un seul précurseur mixte.
Alors, ce n'est pas vraiment le cas chez nous, puisque là, on a hydrolysé un mélange plus l'hétérométallique pour diluer un petit peu le cérium, parce que sinon, ça faisait une trop grosse quantité de cérium. C'était plutôt du cérium dopé au titane. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on a en une seule étape eh bien, une poudre jaune, qui est en fait du TO2. Donc, le dopage même à 10% de cérium, 10% massique de cérium, eh bien, n'influence pas du tout la cristallinité du TO2. Donc on peut penser que, de par la différence de taille du cérium et titane, le cérium est plutôt sur les couches externes du TO2 et pas vraiment à l'intérieur. Donc on a toujours du cérium. On n'a pas de pic du cérium, d'oxyde de cérium, hein, donc il n'y a pas de phase, on va dire, cristallisée du cérium. Il pourrait y avoir bien sûr de l'amorphe. Et puis lorsqu'on regarde l'aspect non photocatalytique, eh bien c'est bien meilleur. Donc ici vous avez, avec le cérium c'est en violet. Lorsqu'on met 10% de cérium, eh bien on n'a pas la catalyse, la photocatalyse du TO2 qui est ici en rouge, qui bien sûr dégrade fortement le polymère et tout ce qui est organique à côté. Donc ça c'était un problème, c'est-à-dire que le but c'était de mettre quelque chose qui soit anti-UV, donc dans un vernis, il ne faut pas détruire la matrice vernis. Donc eh bien le but c'est maintenant de faire tout ça encore plus proche de la réalité, c'est-à-dire faire tout ça in situ dans la résine du client. Alors c'est plus problématique parce que là c'était fait dans l'eau, on a une poudre. Le but c'est d'avoir une dispersion de TE2 dopé cérium dans une matrice commerciale polyuréthane. Donc ça a pris 3 ans, un FUI. Pour faire ça, le but c'était de nanocharger, donc un FUI qui était dirigé par Rodea, c'était de nanocharger donc des vernis, donc dans ce cas-là avec une société qui faisait des vernis pour leur durabilité dans le temps. Pour remplacer bien sûr les anti-UV, les stabilisants anti-UV organiques. Donc le but là, alors je ne rentrerai pas dans les détails, là ça a été plutôt une synthèse un peu ce que j'ai fait, un mélange de sol-gel, de microémulsion, etc., de chimie, de coordination. Tout ça en gérant bien sûr une matrice commerciale aléatoire, c'est jamais évident. Et donc on a réussi donc à faire un scale-up, on a réussi déjà à faire une étude paramétrique, à réussir à avoir une suspension ici de TO2 dopé cérium, dans une matrice polyuréthane, directement. C'est-à-dire qu'on n'a absolument jamais manipulé de nanopoudre. Et donc ici schématiquement, donc on est arrivé jusqu'à 1 litre, maintenant on va beaucoup plus loin. Donc ça c'était pour vous montrer, donc on a bien sûr, ça c'était la difficulté, c'est de prouver qu'on a bien des nanoparticules dans cette phase résine, et c'était jamais évident. Mais ici on peut voir les petites nanoparticules qui sont bien dispersées dans la phase. Donc ici c'était un vernis que l'on a déposé. L'avantage c'était que bien ça allait dans les UVA et les UVB, encore une fois, donc, puisque les UVA ne sont pas trop nocifs, mais c'est le cocktail UVA-UVB qui peut être nocif. Donc là, on a éliminé vraiment les UVA-UVB, puisque le vert, c'est sans nanoparticules, et le rouge, c'est avec nanoparticules. On a fait des tests de rhéologie avec l'INSA de Lyon, donc pour savoir un petit peu jusqu'où on pouvait aller sans avoir effectivement une viscosité trop importante, parce que l'impact des nanos, c'est souvent une augmentation de la viscosité. Et puis on s'est aperçu que pour certains, on avait des effets thixotropiques, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc ça, c'était pour voir un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Et puis donc le but, c'était d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de le donner à un industriel sans rien changer à son process et qu'il puisse le déposer. Donc là, l'industriel l'a formulé, typiquement comme c'était bien du polyuréthane, sachant qu'il était nanochargé, et il a fait les dépôts classiquement avec ses techniques usuelles. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé avec un spray par spray. Et donc on a déposé ça sur des plaquettes donc, de type logo de concessionnaire automobile, puisque c'était un petit peu on va dire, la matière sur laquelle on s'était attardé. Et donc on a fait les dépôts, ça n'a rien changé. On a toujours la transparence qui est voulue. C'est pour ça qu'on est dans les nanos. Et puis, ce qui était important, c'était bien sûr le vieillissement. Alors ici, c'est la difficulté, c'est que je ne suis pas un très bon photographe et c'est pas toujours évident de voir sur quelque chose qui réfléchit très fortement, puisque c'est anodisé à l'aluminium. Ici, donc, on voit qu'après un vieillissement de 500 et 1000 heures, ici c'est 1000 heures, en chambre UV, donc à la fois UV plus humidité, on s'aperçoit qu'effectivement le vernis classique, bien faïence, farine, donc délamine, et donc on perd effectivement l'aspect esthétique du revêtement. Et puis, tandis qu'avec l'ajout de nanoparticules, eh bien non, il n'y avait pas ce phénomène, on était vraiment intact, on avait quelque chose qui était assez intact. Alors pour être honnête, il y avait un début, mais c'était qu'un début, et donc ça veut dire qu'on pouvait presque doubler la durée de vie de ce type de vernis de protection.
Donc on est arrivé au bout de l'aventure puisque eh bien, ça, c'est directement utilisable par l'industriel. Et pour montrer qu'on peut combiner les deux, hein, j'ai essayé de faire ça dans une logique, c'est pour montrer qu'on a fonctionnalisé avec du PABA, on avait dopé avec du cérium, eh bien on peut faire les deux. Doper et fonctionnaliser en une seule étape sans toucher bien sûr à une nanoparticule. Alors là, c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là, c'est pour l'IRM. IRM, eh bien, on doit doper donc au gadolinium, qui est un agent de contraste assez utilisé. Et puis, eh bien, on doit aussi avoir une certaine hydrophilie de la nanoparticule pour qu'elle aille eh bien, avoir un bon agent de contraste. Donc là, on s'est attardé, on a voulu faire donc mettre du PABA en surface et doper par du gadolinium. Alors toujours, on a pris un précurseur, cette fois-ci gadolinium titane, on a mélangé avec du TiO2, et puis on a rajouté le PABA. Le problème, c'est que dès qu'on rajoute le PABA, donc cet acide carboxylique, eh bien cet acide carboxylique extrait le gadolinium pour faire un carboxylate de gadolinium. Donc c'était inhomogène. Donc là, l'aventure s'arrête là. On ne peut plus aller plus loin puisque là, on n'a pas une solution homogène et ça ne sert à rien de l'hydrolyser. Donc il a fallu repartir dans la chimie de coordination. C'est là où le savoir-faire du laboratoire est important. C'est-à-dire ici redéfinir un autre précurseur, cette fois-ci un peu plus délicat, enfin un peu plus délicat à mettre en œuvre, où cette fois-ci on associe toujours le gadolinium et le titane. Bon, on n'a pas un contrôle, c'est souvent un contrôle a posteriori, mais surtout on a déjà introduit un acide carboxylique dans la sphère de coordination de cet hétérométallique pour le stabiliser. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y aura pas une force motrice qui sera l'extraction du gadolinium. Et cette fois-ci, lorsqu'on mélange notre TuPr4 avec ce précurseur qui a été hétérométallique qui a été développé, plus du PABA, aucun problème, la solution est totalement limpide. On a modification bien sûr de tout ça par du PABA. Et puis, eh bien, on hydrolyse, et cette fois-ci, eh bien, on a du gadolinium en dopage dans du TO2, en surface j'imagine, et puis fonctionnalisé en surface par du PABA. Et lorsqu'on fait des études d'ARM, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'on associe les deux, le gadolinium et le PABA, on a des agents de contraste qui sont bien meilleurs que certaines références ou que du gadolinium, on va dire, que des complexes du gadolinium. On a essayé qu'avec du OAC, par exemple, qu'avec l'acétate, eh bien, c'est bien moins bon. Donc, on peut modifier comme ça, à volonté, la surface, sans jamais passer par la phase nanopoudre. Ce sont essentiellement la chimie de coordination. C'est comme ça que donc a démarré l'aventure Lotus Synthesis, puisqu'on s'est dit, eh bien finalement, lorsqu'on a un savoir-faire en chimie de coordination, eh bien ce savoir-faire, on va pouvoir le transposer au nano, et surtout, eh bien on va pouvoir commercialiser ces nanos finalement, puisque tous les batchs que l'on fait sont totalement reproductibles. Et c'est pour ça que maintenant, donc, Lotus Synthesis, on est passé au marché, depuis maintenant, on va dire, la dernière année, là, où on passe en phase industrielle. On commence maintenant à avoir une production qui va passer de l'ordre de plusieurs centaines de litres. Et donc, avec nos quelques produits qui, on va dire, qui sont au catalogue, qui sont surtout les anti-UV, vous avez bien compris, on a beaucoup travaillé sur les anti-UV, en phase polyuréthane, mais en d'autres phases, et maintenant, bien sûr, ce qui nous est réclamé par les gens des vernis et du top coat, c'est plutôt en phase aqueuse. Donc maintenant, on développe la même chose, nous, en phase aqueuse, et là, l'acide ou basique, puisqu'on peut jouer sur l'acidité de l'amide. Un gros marché sur lequel, effectivement, il y a, on va dire, une grosse effervescence, c'est l'easy cleaning ou auto-nettoyant. Donc toutes les façades auto-nettoyantes pour eh bien, ici apporter un additif dans des vernis qui permettent eh bien, d'avoir une façade qui ne sont pas à nettoyer souvent. Ou éviter le développement d'algues ou de moisissures. Donc voyez, voilà ce que l'on vend. Nous, c'est des suspensions. On ne vend pas de poudre. En général, on n'élabore pas de poudre. On ne vend que des suspensions. Alors, quand on nous demande des poudres, bien sûr, on peut le faire. Mais notre business, c'est quand même la suspension, c'est-à-dire vraiment disperser. Alors, on peut penser que c'est quelque chose de routinier. Eh bien, pour le TO2, il n'y a que un seul autre concurrent par rapport à Lotus Synthesis qui fait vraiment des suspensions de TO2, bien sûr, pas 1 à 2% comme vous pouvez trouver sur Internet, mais à 15 à 20%, 30% de matière. C'est la difficulté, c'est pas tellement de disperser, c'est de disperser avec des taux massiques élevés. C'est bien sûr le challenge. Parce qu'à 1 ou 2%, vous pouvez le faire classiquement partout. Donc ça, c'est voilà, en milieu acide, en milieu basique. Bon, ça, c'est quelques spécifications. Et puis, maintenant, on s'attaque à d'autres marchés, qui est haut l'indice de réfraction, pour l'ophtalmique. L'anti-abrasion, pas l'anti-rayure, mais l'anti-abrasion, il y a une petite différence.
Donc un passage doux. Hein. Et puis le retardateur de flamme, là on a quelques collaborations. Et puis l'antibactérien aussi, qui est quelque chose d'assez intéressant, en particulier pour la cosmétique. Hein. Et puis aussi par exemple pour tout ce qui est coque-bateau. Donc une gamme de produits qui commence à se développer. Et finalement, les gens ont tenté d'introduire des nanos, mais souvent des nanopoudres. Et ils sont revenus en arrière en disant ça ne marche pas. Et bien sûr, il faut pour que ce soit dispersable, puisque le but des nanos, c'est d'être dispersable et d'être transparent, eh bien, il faut commencer par quelque chose qui soit déjà dispersé à la base. Donc c'est pour ça que, on commence à avoir quelques succès là-dessus, en tout cas pour certaines applications, où les gens étaient revenus en disant non, les nanos, ça ne marche pas, mais ça ne marchait pas parce que ce n'était pas compatible avec leur formulation. Voilà quelques exemples de ce que l'on peut faire. Là, vous reconnaissez peut-être le pied de la Tour Eiffel, le pilier est de la Tour Eiffel. Donc l'ophtalmique, on travaille maintenant avec des gens du textile du sport. Hein, et puis, bien sûr, alors là, c'est ce qu'on ne veut pas. Hein, c'est bien sûr un vernis qui craquelle comme ça. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il faut l'allumer. Est-ce que vous pouvez donner une indication sur les prix, les coûts? Parce que bon, c'est très bien effectivement de doubler la vie d'un vernis, mais est-ce que le prix est doublé ou multiplié par une puissance de 2 quelconque? Non. Bien sûr, la question qui vient tout de suite avec un industriel lorsqu'on est en B2B, c'est bien sûr le prix. Hein, parce que c'est quand même un problème, c'est que dans des domaines, par exemple comme le bâtiment, comme la peinture, bien sûr, les coûts ne doivent pas être rédhibitoires. Donc, dans ce cas-là, non. Puisque justement, nous, il y a sur Internet plusieurs revendeurs où les prix sont exorbitants. À titre d'exemple, nous, une tonne, c'est à peu près de l'ordre de 50 000 euros, entre 30 et 50 000 euros. Ça dépend de ce qu'on va rechercher. Ça dépend aussi de quelle est la sophistication de la nanoparticule. Ça veut dire que ça fait un prix qui est pour une tonne. Bien sûr, si vous en demandez 5 kilos, ça devient plus cher. Mais pour des prix d'une tonne, c'est à peu près 30 euros le litre, entre 30 et 50 euros le litre. Donc, sachant qu'on va mettre 1 à 2%, c'est totalement jouable pour les industriels. Mais c'est un paramètre qui a été bien sûr très important, parce que pour un industriel, si on lui double le prix, surtout pour certains produits comme le bâtiment, c'est impossible à vendre. Oui, j'aurais une question, Jérémy Soulestin, mine douée. Quand vous atteigniez des taux de nanoparticules dans la suspension élevés, l'ordre de grandeur des viscosités de la suspension, c'est quoi? La viscosité. Non, alors là, je ne peux absolument pas vous renseigner. C'est proche, c'est pas très long. C'est plus proche du miel, de l'eau? Ah non, c'est de l'eau. De l'eau? Oui, c'est de l'eau. Pour des taux de nanoparticules de l'ordre de 30%. De 30%. Ouais. D'accord. Oui. Non, ça reste processable et ça reste effectivement comme un liquide. Alors je n'ai pas le chiffre exact en centipoise, mais ça reste très proche de l'eau. Ça donne l'ordre de grandeur. Et une deuxième question, le vernis donc, qui protégeait l'emblème automobile, le taux de nanoparticules dans le vernis, l'ordre de grandeur, c'est quoi? À la fin, en résidu sec, oui. À la fin, il y en a 2 à 3%. D'accord. Merci. Didier Noël, EDF. Vous avez mentionné des revêtements pour coque de bateau, antibactériens. Est-ce que c'est antibactérien ou anti-salissure? Non, pour la coque de bateau, c'est ce qu'on appelle anti-fouling. Anti-fouling, d'accord. Anti-salissure, d'accord. C'est pour éviter que les organismes marins s'accrochent sur la... Et est-ce que c'est à base de TiO2 ou de particules métalliques? Pas d'argent non plus, j'ai entendu argent, absolument pas d'argent. Pas d'étain. Et c'est efficace ou c'est un champ de recherche aujourd'hui? Pardon? Est-ce que c'est déjà efficace
ou c'est un champ de recherche? C'est les deux à la fois. C'est un champ de recherche qui commence à être efficace et que l'on espère commercialiser rapidement. Enfin, rapidement, c'est toujours pareil. C'est jamais évident on va dire, d'évangéliser un secteur où il y a d'autres produits. Mais bon, on essaie. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une voie. Sachant que ce sont des peintures. Peinture, ça veut dire pigment. Donc là, quand il y a des pigments, les nanos, il faut les processer un peu différemment. C'est pas comme un vernis où il n'y a pas de pigment. Et les questions d'usure et de devenir des particules sont traitées ou... Alors ça, c'est effectivement, lorsqu'on fait des études, on fait des études souvent collaboratives, et il y a toujours une étude de cycle de vie et de ces matériaux. Ce sont des matériaux qui durent en général beaucoup plus que s'il n'y avait pas de nanoparticules. Donc on peut partir déjà dans l'idée que effectivement il y aura plus de temps d'utilisation. Bien sûr, après, il y aura un recyclage qui sera différent que s'il n'y avait pas de nanoparticules, on l'a bien vu. Hein. Mais j'avoue que là, je suis moins pertinent que José-Marie pour cet aspect-là. Nous, on est vraiment à la base. On s'en préoccupe, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que sur les nanos avec PABA, donc nous, on a fait des études toxicologiques. Le problème, c'est quand même la difficulté de ce système. Il y a tellement de paramètres à en prendre en compte que on peut trouver... c'est difficile d'avoir une vision très pertinente du résultat final. On s'est aperçu, nous, que mettre du PABA autour du TO2, au contraire, ça n'affectait pas, enfin on a mis ça avec certaines cellules, ça n'affectait pas la vie cellulaire. Alors que le TO2 avait vraiment un impact négatif. Le TO2 fonctionnalisé en surface ne l'avait pas. En regardant beaucoup de publications, je me suis aperçu que souvent, il y a l'effet nano, mais il y a surtout l'effet surface. Et là, on revient là, c'est-à-dire que ce qui est en surface peut être négatif ou positif. Donc souvent on dit les nanos, et il faut faire attention aux nanos. Moi je dis oui, bien sûr, puisqu'il y a une surface développée importante, mais surtout ce qui est mis en surface peut être aussi très problématique. Et donc nous on fait attention, plus on est vraiment des chimistes de l'interface, hein, où bien sûr on a une partie nano qui est inorganique, et puis une partie organique de surface. Mais je pense que c'est là que tout se joue, que ce soit en toxico, que ce soit en compatibilisation, c'est vraiment la surface qui est importante. Autre question ? Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous êtes la seule start-up qu'on va voir pendant ces 2 jours. Et ma question, elle est un peu sur l'environnement économique, la compatibilité entre vos tâches d'enseignant et votre rôle dans la start-up, la croissance. Je dirais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la société, la manière dont elle se finance, la manière dont elle est soutenue, la manière dont vous y travaillez et comment ça s'articule avec vos travaux de recherche? J'ai encore une demi-heure. Alors rapidement. Je suis en 25-2. Donc moi, je suis toujours enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Lyon. Ça, c'est clair. Donc j'ai une tâche de 192 heures, comme tout le monde. Mais j'ai droit, on me laisse le 20% de mon temps à une société. Donc je suis en fait conseiller de la société. Je ne suis pas un salarié de la société. C'est pas moi qui la gère, parce que voilà. Donc déjà en tant qu'enseignant-chercheur, j'avais un emploi du temps assez chargé, on peut le dire. Ben, il est un peu plus chargé. Après, c'est toujours pareil. C'est difficile d'avoir un sas entre les deux. Donc bon, c'est pas toujours évident, mais on le met en place. Après, en ce qui est la croissance, eh bien là, ça fait 3 ans que la société a démarré. Eh bien, on fait un petit bond en avant là, puisqu'on a eu une première commande industrielle, parce qu'effectivement, on a dû évangéliser le secteur nano, puisque les gens n'étaient pas très. Bien sûr, il y a l'aspect médiatique pour certains qui est rédhibitoire, comme les cosmétiques. Pour d'autres, c'est moins médiatique. Mais malgré tout, ils avaient une mauvaise expérience des nanos. Puisqu'ils avaient un problème de compatibilité, et ils avaient un problème, ça ne faisait pas ce que tous les espérances. Et donc on a dû évangéliser. Donc la croissance a été difficile. Et puis en plus, il y a aussi une réglementation française qui s'est mise en place. Donc on doit déclarer tout ce que l'on fait depuis mai 2013. Pour une petite société comme la nôtre, c'est pas trop grave, mais pour de grosses sociétés, ça peut être rédhibitoire. Et effectivement, certains de nos clients nous ont dit, moi, je veux pas mettre de nano parce que je vais avoir à remplir une fiche, etc., etc. Ça n'a pas été facile. Donc ça, c'est un peu la problématique franco-française.
Bon, c'est comme ça, on fait avec. D'un autre côté, il n'y a pas tant de concurrence. Donc finalement, beaucoup de gens peuvent font des nanos, vous trouvez des nanos en pleine, mais peu font sur forme de suspension. Et même certains font sur forme de suspension, il est quand même écrit sur la bouteille que vous recevez, secouez fortement avant emploi. Bon, on peut se douter que donc ça veut dire que la dispersion n'est pas très stable. Nous ne mettons pas cette affiche, nous, sur nos bouteilles. Donc déjà, on apporte. Et puis on fait aussi dans un milieu d'intérêt des clients, c'est-à-dire qu'on récupère une résine client et on travaille dessus. Donc on a aussi une partie développement, on peut travailler dessus sur la partie design de précurseur et donc développer dans la résine client. Ça plaît fortement parce que là, il n'y a aucun problème de compatibilité. Si on n'arrive pas à le faire, bien sûr, ils n'ont pas à tenter eux-mêmes. Donc ça, c'est important. Donc finalement, il y a pas mal de gens qui commencent à nous suivre, d'où la croissance de la société, d'où l'achat d'un réacteur, d'où le levée de fonds. Donc on a une croissance au capital de la société et il y a une prise de ce fonds par Armin. Donc voilà, donc la société est en croissance parce qu'on sent bien que les gens veulent bien y aller, sauf quand c'est vraiment blacklisté dans certains domaines, tels que par exemple la cosmétique. Donc Nicolas Lemagne, Mindalès, j'ai une petite question technique. Est-ce que ces suspensions, on peut les pulvériser sur des surfaces ? Bien sûr. Ouais, Bien sûr. On peut même l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de l'ALD, Atomic Layer Deposition, qui est pareil, on a une solution, une suspension, ils sont donc très très fines, on évapore le solvant et puis après on envoie par des injecteurs type automobile. Donc ça se fait, oui, ça peut se faire. D'accord, donc on peut imaginer la pulvériser sur des renforts par exemple qu'on incorporerait après dans une résine, c'est des choses qui sont... Ah oui, c'est très bien dispersé, donc il n'y a pas de problème. Là, un des exemples, ça avait été sprayé au pistolet. Bon, il y avait la résine, hein, bien sûr, c'est pas que les nanos. Hein. Mais si on arrive à enlever le solvant, ou l'eau par exemple, après, il faut éviter que ça se réagrège par contre. Ah, tout à fait, ouais. Mais il existe des systèmes pour la microélectronique qui s'appellent les Vapbox par exemple, d'une société comme Chemstream à Montpellier, qui sait très bien enlever le solvant sans qu'il y ait réagrégation et donc injecter ça dans des réacteurs pour la microélectronique et faire des dépôts conformes sur des pièces 3D. Parce qu'on est obligé d'extraire, on peut très bien imaginer pulvériser et puis laisser évaporer le solvant après pulvérisation, non ? C'est pas des choses qui sont... Alors là, en général, la tendance est que lorsque le solvant s'évapore, les petites particules viennent se rencontrer et après, une fois à moins qu'elles soient bien greffées sur le support. Ouais. Si elles ont une forte interaction avec le support, oui. D'accord. Si elles sont mobiles sur le support, on réagrège immédiatement. Ça, c'est souvent, ça se voit très rapidement. On a un blanc qui apparaît, hein, ça devient opaque. D'accord, merci. C'est ce qui est fait, par exemple, pour l'ophtalmique. Oui, Pierre Fort, pour revenir un peu à la question précédente, donc c'est très bien, vous associez le client au développement, mais quelle garantie vous pouvez lui donner après ? C'est-à-dire, vous placez votre produit, et après, qu'est-ce qui se passe ? Vous continuez à suivre votre client ? S'il y a, quelle assurance, quel service vous pouvez lui rendre après ? En général, il est très dur de suivre un client parce qu'il achète un produit qui lui appartient. Et après, on n'a plus le droit de regard sur ce qu'il en fait en général. En général, c'est des formulateurs. Donc on a comme client les formulateurs. Et chez les formulateurs, le secret est ce qui est le mieux gardé. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de brevet, très peu de brevets en formulation. C'est surtout le secret. Donc une fois qu'ils ont acheté le produit, nous, on n'est plus de la partie, donc on ne sait plus ce qu'ils en font. Ça, c'est clair et net. On peut avoir des retours, des feedbacks des fois, où on nous dit, voilà, souvent quand ça ne marche pas, bien sûr. Quand ça marche très bien, on ne sait pas, mais quand ça ne marche pas, effectivement, donc on essaie d'améliorer. Mais en général, la porte est... Voilà, ils nous ont payé, on a eu ce que... Voilà. Et donc, on ne sait pas... Pardon ? C'est parce que après, c'est un secret de fabrication, et donc nous, on n'a plus le droit de... Voilà. C'est vraiment du business to business. Hein. J'ai une petite question sur l'avantage d'utiliser des suspensions dans des procédés pour introduire des nanoparticules dans des matrices polymères. Est-ce qu'on est en mesure de montrer avec ce type de processus, sur la fin de vie du matériau, on va également limiter le relargage ?
Alors, pour la fin de vie, ça, j'en sais rien, j'avoue. Par contre, les dispersions pour faire des nanocomposites, effectivement, ça, c'est un peu plus délicat, parce qu'il y a un solvant. Alors, pour certains, ce sera que l'eau, parce qu'on a des contacts avec certains qui font des nanocomposites. Ils veulent bien mettre un solvant si c'est l'eau, donc il y a une cheminée après pour évacuer donc, la vapeur d'eau. Ça peut se faire sur des petites quantités, mais après, à l'échelle pilote, c'est des grandes vapeurs, enfin, c'est des grandes cheminées de vapeur d'eau. Mais effectivement, ne pas manipuler une nanopoudre pour ces gens peut être important pour certains. Donc pour introduire des nanoparticules dans une matrice thermoplastique et via une suspension, ce sera essentiellement dans l'eau, a priori. Quoique, certains nous demandent des solvants très volatiles pour faire de la porosité aussi. Donc pour faire des mousses, donc pour introduire, voilà. Sachant que l'on fait aussi des nanoparticules creuses. Donc ça peut avoir aussi un avantage pour mettre dans une matrice, dans les parois. Par exemple, on a vu des mousses polymères, donc pour avoir aussi des nanoparticules creuses, creuses dans des murs de mousse qui sont, elles, voilà, à porosité ouverte ou fermée, j'ai entendu. Donc tout ça, c'est des gens avec qui on a des contacts, effectivement. Ils intéressent d'avoir des suspensions ou alors quelque chose qui est fonctionnalisé en surface, lyophilisé, par exemple. Ça aussi, ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire, mais c'est toujours pareil, il faut que toutes les petites particules soient fonctionnalisées de la même façon, donc on revient à notre techno. Donc, pour l'évaporation, donc, je suppose qu'il y a un séchage des surfaces. Est-ce que dans le processus d'évaporation, il n'y a pas l'évaporation n'emporte pas avec le procédé donc des particules? Évaporation pour quelle... Par exemple, je ne sais pas si vous faites de la peinture, il y a une phase de séchage, éventuellement d'étude, je ne sais pas. Est-ce que ce procédé-là n'enlève pas une partie du dépôt? Alors, sachant que les nanoparticules sont prises dans la résine, donc oui, non, mais on n'a pas vérifié, enfin, on n'a pas vu de nuages d'aérosols de nanoparticules, puisqu'elles sont prises dans la matrice, et la quantité que l'on a mis, c'était la quantité finale. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une analyse élémentaire des dépôts, on retrouve la quantité, mais c'est toujours délicat de répondre à une telle question, de dire est-ce qu'il n'y en a pas une ou deux, ou quelques-unes, ou effectivement, ou quelques milliers, je ne sais pas. Mais en général, on retrouve la matière qui a été mise au départ, on la retrouve à la fin. Donc, moi je dirais non, mais ce n'est pas un non catégorique, ça c'est sûr. Il est toujours délicat de répondre à ces questions. Hein, chaque fois avec les nanos, c'est toujours à savoir est-ce qu'elles sont toutes là, est-ce qu'on les a bien là? A priori, oui. C'est-à-dire que dans le procédé de peinture, pour le peintre, est-ce qu'il y a un danger d'exposition à des particules qui ont été emmenées avec l'évaporation? Non. Non. A priori, non. Dernière question, peut-être. Je crois que vous avez épuisé toutes les questions. Merci beaucoup. Merci.